Bon, d'abord, merci à Yves de vouloir accepter l'invitation de faire une petite conversation sur les deux livres, plutôt trois, parce qu'il y a un préambule, disons, qu'il a fait en 74 avec Brotars. Et je suis content que Olivier est avec nous aussi. Et on va commencer avec le livre qui a été publié en janvier 1974, où Brotars a installé le jardin d'hiver dans une des galeries du Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, faisant partie d'une expo de groupe avec Karl Landré, Daniel Buren, Victor Bergen, Gilbert and George, Onkawara, Richard Long, Gerhard Richter et donc Marcel Brotars, avec Yves Gevaert comme commissaire. À cette occasion, il a été fait un catalogue où chaque participant avait 10 pages à sa disposition pour remplir. Et je propose, ça c'est la couverture du livre, et ça sont les pages, je sais pas, on voit, oui, on voit. Ça c'est les pages du livre, les pages de Brotars, qui commencent à la page de droite, avec un running head qui dit un jardin d'hiver. Il y a une page avec des fontschimes. Il y a des pages qui viennent d'un catalogue de spécimens de typo. Il y en a 6. Et ça s'arrête. Oui, il y a quelque chose qui ne cloche pas. C'est pas celle-là. Cette page ne doit pas être là. Tu l'as ici? Oui, je l'ai ici. Excusez-moi, j'ai découvert il y a quelques jours que les photos que j'ai faites, et ça ne devait pas être celle-là, les photos que j'ai faites de ces pages-là, au SMAC, n'étaient pas dans le bon ordre. Parce que c'est un livre collé, et la colle s'est défaite, et c'est un livre où les pages se sont défaites. Et j'ai découvert ça parce que Yves a publié un texte, il faut m'aider, je ne sais plus, c'était Genève ou Grenoble, le livre que tu as publié avec le texte sur un jardin d'hiver. Non, le livre que j'ai publié dans ce catalogue à Genève, c'est un texte sur un jardin d'hiver, qui est l'édition qui a suivi l'exposition à laquelle Brotars a participé, cette exposition collective, et où il a participé avec ces 8 pages que tu viens de montrer sur l'écran. Et suite à cette collaboration de Brotars, c'est moi-même, et je m'en souviens fort bien, qui a insisté auprès de Brotars s'il n'était pas possible, à partir de là, de faire un livre. Et ce livre, après pas mal de travail, et pas mal d'hésitation de sa part, et de remise en question, et de maquettes différentes, et de solutions différentes, a finalement été publié. Je me souviens plus de la date exacte, mais sûrement 6 mois après. Il a été publié en coédition avec Petersburg Press, ce qui est intéressant à dire parce que c'est Petersburg Press à Londres qui a publié Un voyage en mer du Nord. Et ceci Jardin d'hiver était une coédition entre Petersburg Press et la Société des expositions du Palais des Beaux-Arts, où je travaillais en tant que conservateur à l'époque. Et voilà. Est-ce que je peux vous demander d'abord, quand tu as fait la première exposition, bon, d'abord, ce que ça m'intéresse un peu de savoir, comment d'abord tu as connu Brotars? Mais j'ai connu Brotars. Moi j'ai connu Brotars d'abord de vue, c'est-à-dire que j'ai été engagé au Palais des Beaux-Arts en mai 68. Donc je l'ai vu en activité et je l'ai entendu parler avec les autres, c'est-à-dire principalement Jean-Pierre Van Tighem et son ami Sommeville, dans le hall du Palais des Beaux-Arts, où ils manifestaient et où ils revendiquaient un certain nombre de choses, où ils ont exigé aussi
la fermeture des expositions au Palais des Beaux-Arts. Je me souviens fort bien. À ce moment-là, il y avait une exposition de peinture expressionniste flamande qui a été provenant de collections privées belges et qui a été fermée parce qu'on craignait une invasion d'étudiants et on craignait des actes éventuels de vandalisme. Donc ma première confrontation avec Brotars, ça a été, je dirais, l'écoute. Je l'ai entendu parler, je l'ai entendu revendiquer un certain nombre de choses. Bon, avec le temps, ça, je veux dire, ces manifestations se sont éteintes relativement rapidement, je pense après 3 semaines. Il y avait une garde nuit et jour de la part du Palais des Beaux-Arts, dont j'ai fait partie, je veux dire, comme dans une garde d'hôpital, parce que le Palais des Beaux-Arts était ouvert nuit et jour, et les manifestants étaient là nuit et jour, et mangeaient là, et dormaient là, etc. Donc, après 2-3 semaines, ça s'est calmé, et puis moi j'ai repris mes activités de conservateur au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Voilà. Et Brotars venait régulièrement au Palais voir les expositions quand il était à Bruxelles. Je me souviens fort bien d'une exposition que j'avais organisée sur la notion de multiple, où j'avais invité un certain nombre d'éditeurs européens et américains avec leurs productions, et un petit catalogue a été publié à cette occasion, et c'est une exposition qui l'a enthousiasmé. Et c'est suite à cette exposition qu'on a commencé à parler, à se côtoyer. Et de fil en aiguille, je dirais que en 72, je suis allé à la Documenta 5 à Cassel. Et de fil en aiguille, je veux dire, il y a, on s'est lié. Il y a une sympathie réciproque qui s'est établie, et surtout une très grande admiration de ma part pour lui, qui n'a en fait pas cessé. Donc, en parlant de lui, j'ai toujours une certaine émotion. Et en 73, après le vol du Vermeer lors d'Europalia Hollande, le directeur à ce moment-là, qui était Van der Berg, a été mis à l'écart, et c'est Suzanne Berthoud, la secrétaire générale, qui a pris le relais pendant un certain temps avant la nomination définitive de Karel Gerland. Et ça a duré 1 an, cet intérim. Et il y a eu un trou pour le mois de janvier 74, et j'ai fait une proposition au mois de novembre ou à la fin du mois d'octobre, l'année qui précède 74, donc en 73, à Madame Berthoud, en lui disant: j'aimerais bien faire une exposition collective d'avant-garde internationale, d'un choix que je ferai moi-même. Et elle a accepté que je fasse ça, et elle a accepté le budget que je lui ai à ce moment-là soumis. Et j'ai invité, le premier que j'ai invité, c'est Marcel Brotars par téléphone. Au mois de novembre, au début du mois de novembre, je veux dire, l'exposition s'est ouverte, je pense, le 8 ou le 9 janvier 74, et il a accepté immédiatement, connaissant bien les salles, et en lui disant: voilà, écoute, souviens-toi, j'ai fait une exposition d'avant-garde belge l'année précédente, où j'avais cédé à chacun des artistes participants une simèse sur laquelle il pouvait exposer et faire un nouveau travail. Là, Brotars a montré
le miroir d'époque Regency, qu'il avait acheté au Palais des Beaux-Arts même lors de la foire des antiquaires. Et puis il m'a dit, voilà, oui, j'accepte, mais il m'a dit, dans quelle salle veux-tu faire ça? Et puis je lui cite les salles, je dis c'est M1, G1, G2, G3, H2, H3, c'est-à-dire la première grande salle du Palais des Beaux-Arts, puis l'enfilade de 3 salles, puis il y a une salle charnière qui mène à une salle qui se trouve derrière, qui est assez grande aussi. Et il m'a dit, je voudrais prendre la salle charnière, c'est-à-dire qui se trouve entre l'enfilade et la dernière salle. Et voilà, donc immédiatement, il a réagi avec un sens, je dirais, topographique incroyablement précis. Et il m'a dit, je vais réfléchir à ce que je vais faire. Et j'aimerais bien que tu viennes à Londres le plus vite possible, parce qu'en même temps, je lui ai expliqué, le but de l'exposition, c'est que chacun des artistes montre un travail nouveau en fonction de la salle qu'il a choisie. Et le catalogue sera une réunion de participation des artistes participant à l'exposition avec un travail nouveau qui a un rapport de préférence immédiat avec ce qu'ils montrent dans les salles. Ce qui a été respecté, ce qui a été fait par tous les artistes en fait qui étaient invités. Donc vous avez vu la liste sur le catalogue. Enfin bon, ça c'est pas très important. C'est de Brotars qu'on parle. Oui. Et alors je suis allé. Je ne sais pas si je dois continuer. Oui, bon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est un peu sec, hein, parce qu'après après Olivier, c'est très difficile de prendre la parole. C'était tellement beau, tellement émouvant. Et bien. Mais je l'ai invité à la table aussi, parce qu'on a travaillé ensemble sur Catalogus, et ce sera la deuxième partie de ton questionnaire. Donc il sera peut-être très utile à ce moment-là pour prendre la parole à ma place. Où en étais-je? Tu parles un peu du catalogue, donc des typages de bon, alors je suis allé à Londres, et il n'était pas à la maison. En fait, il louait une maison où il vivait avec Maria et avec Mary Puck dans un quartier résidentiel calme, pas très loin de son ami Jack Wendler. Et je l'ai visité, je lui ai rendu visite dans la salle d'hôpital où il était. C'était une salle commune, c'était vraiment une salle commune où il y avait au moins une 50aine de lits. Et on a parlé ensemble, et il m'a remis quelques feuillets en disant, voilà, sur ces 8 feuillets, tu verras l'ordre dans lequel je veux reproduire les extraits et les pages de ce catalogue de spécimens que je te confie et que tu reproduis dans le catalogue. Voilà. La seule chose que j'aimerais bien que tu fasses, c'est que ce qui est imprimé en noir pour les fonts, c'est-à-dire capital et figure, que tu les imprimes en rouge. C'est la seule chose que je te demande, et pour le reste, ce catalogue était un peu plus grand, tu réduis au format du format du catalogue que tu as choisi. Voilà. Et c'est ce qui a été fait. Sauf que l'imprimeur a oublié la deuxième fois. Tout a été tellement vite, vous devez vous rendre compte que cette exposition et que le choix des artistes a été fait au mois de novembre, et que j'ai été sur place, que j'ai rencontré quand j'étais à Londres, que j'ai rencontré Richard Long, que j'ai rencontré Gil Norton-George, que j'ai rencontré Victor Bergin, qu'en rentrant je suis allé à Cologne, non c'était à Düsseldorf, parce qu'il avait son atelier à Düsseldorf à ce moment-là, pour voir Richter qui travaillait à ces 4 tableaux
ce tout grand tableau sur les permutations de couleurs. Et voilà, et le 8 janvier, les catalogues devaient être prêts. Donc tout ça a été et Buren est venu sur place, je me souviens fort bien, avec Herman Dalet, où il logeait, et quand il a vu les salles, je veux dire, il n'a pas choisi de salle, il a choisi les vellums au-dessus des 3 premières salles, pour créer ce qu'il a appelé une peinture horizontale, la seule peinture horizontale qu'il ait jamais faite de sa vie. Et Karl André, il avait, via la galerie White Space, fait la commande de plaques de cuivre qu'il a installées lui-même dans la salle G1, G2, G3, c'est-à-dire l'enfilade des 3 salles avant d'arriver dans le jardin d'hiver. Ça, je pourrais montrer. Je suis plus très technique et donc je n'ai pas de diapositive. J'ai tout de même apporté quelques photos que j'ai faites dans le temps et qui sont relativement grandes et que vous pourrez peut-être visualiser d'ici. Pardon. En fait, ça c'est une vue en perspective, je ne sais pas si vous voyez, ça c'est une vue en perspective, vue de la première salle, vue de la salle où se trouvait Gerhard Richter, et on voit au sol le copper cardinal de Karl André, et on voit dans la perspective, on voit au loin la salle où se trouvait, où a été créé le jardin d'hiver de Marcel Brotars. Alors, je vais en profiter pour montrer quelques photos de ce jardin d'hiver. Donc voilà, ce jardin d'hiver était constitué d'un certain nombre, d'une trentaine de palmiers, d'un certain nombre de vitrines, 6 si je me souviens bien, d'un certain nombre d'encadrements, de photographies noires et blancs agrandies, de livres représentant des éléphants, des chameaux, des coléoptères, etc., et qui étaient encadrés. Et puis, chose importante, il y avait dans un coin un moniteur sur un socle, et au-dessus de ce moniteur, il y avait une caméra, et le public passant dans la salle, je veux dire, était pris et qui entrait dans le champ de la caméra, était reproduit, bien sûr, sur l'écran du téléviseur. Voilà. Donc ça, c'était la pièce en question, ça, c'était le jardin d'hiver, la première création du jardin d'hiver en janvier 1974. Était lié à ça un tract qui était déposé, et que je voudrais bien lire, qui était déposé sur une des vitrines, et qui disait ceci: ce serait un A, B, C, D et F, quelques petits points, du divertissement, virgule, un art du divertissement, point. Je continue, ou j'essaye de continuer pour oublier, pour dormir, serein, je répète, serein, bien pensant, de nouveaux horizons se dessinent. Je vois venir à moi de nouveaux horizons et l'espoir d'un autre alphabet. Et entre parenthèses, il avait mis « voir catalogue », c'est-à-dire ce que vous voyez là. Écrit à Bruxelles le 7 janvier 1974, à l'occasion d'une exposition collective au Palais des Beaux-Arts, à laquelle je participe avec ce jardin, signé MB. Voilà. Donc ça c'était le contexte, et puis il y a cette participation au catalogue, avec le hasard qui a fait... Bon, Marcel Brotars, c'était quelqu'un d'une curiosité incroyable, et
moi, j'ai eu l'occasion d'être souvent avec lui, que ce soit à Bruxelles ou à Londres, et le nombre d'heures qu'il passait à bouquiner. Dans le temps, je veux dire, il n'y avait pas AB Books, il y avait des librairies, il y avait des antiquariats, on passait d'un antiquariat à l'autre. Il passait un temps fou à sélectionner, à choisir des choses qui lui servaient parfois pour une projection de diapositives, parfois pour des livres, parfois pour des expositions. Et dans ce cas-ci, bon, il avait trouvé ce catalogue de spécimens qui avait l'avantage d'avoir une phrase assez extraordinaire. Normalement, c'est pas comme ça. C'est the fine arts, the arts of print, the art of printing, the arts of fine printing, the arts of fine printing, art to, etc., etc. Donc, ça, c'était quelque chose qui tombait incroyablement bien. Tu me regardes? Non, j'espère que tu as une question. Parce que non, je me dis, je ne sais pas à quel point il était souvent, par exemple, hospitalisé. Quand tu dis tu le vois hospitalisé là à Londres, c'est de mener ce travail en même temps que sa condition physique. Oui, mais Brotars travaillait sans arrêt. Et ça, je trouve, tu as parlé du temps et de la vitesse. Brotars travaillait sans arrêt. Moi, je logeais chez lui parce qu'il avait une chambre d'amis. Et quand nous conversions, je veux dire, il était occupé, il était à la table et il avait devant lui toujours une feuille de papier. Et cette feuille de papier, à la fin de la conversation, elle était remplie. Et c'était pas n'importe quoi, c'était des phrases, c'était des dessins, c'était des débuts de dessins, c'était des phrases qui se terminaient en dessin, des dessins qui se terminaient en phrase. Je me souviens fort bien d'avoir reçu de lui, il dessinait, on parlait du jardin d'hiver, il dessinait un palmier et ce palmier se terminait avec le mot désir qu'il écrivait. Je veux dire, donc constamment cet esprit était en activité. J'en ai parlé tout à l'heure, je me souviens plus avec qui, avec la notion de dessin de Brotars. Je veux dire, c'est bien sûr, en tant que dessinateur, c'est pas quelqu'un de virtuose, loin de là. Je veux dire, Bruce Nauman, c'est la virtuosité même au niveau du dessin, au niveau de la mise en perspective, au niveau de l'échelle, etc. Mais Brotars, je veux dire, c'est une manière de dessiner qui est d'une précision incroyable par rapport à la pensée. C'est pour tester sa pensée, tu oui, penses? Comme un crash test. Oui, je pense. Et ça, c'était assez extraordinaire. Et je veux dire, et ça, c'est la grande qualité des dessins de Marcel Brotars. Je veux dire, c'est en dehors de la notion de dessin classique, de dessin tel qu'on l'entend habituellement. Je veux dire, qui est préparatif à un tableau ou préparatif à une installation. C'est pas du tout ça. Pas du tout. Et quand il s'appliquait ce qui arrivait, quand il s'appliquait à bien dessiner sur un morceau de papier ou sur une toile, je veux dire, c'est plutôt raté. Malheureusement. Voilà. Enfin, c'est ce que je suis sincère. Bon, alors le livre proprement dit, c'est après une longue insistance auprès de lui que ce livre s'est fait. Je me souviens de nombreuses visites que j'ai faites. Ce livre a été mis en chantier quand il habitait dans son rez-de-chaussée rue Bourret, à Ixelles. Et je me souviens que j'ai fait différentes maquettes que je n'ai plus et que lui a probablement jetées, dont il était fort mécontent. C'est-à-dire, je me souviens d'une maquette qui était beaucoup plus grande, et finalement on a remis il a désiré conserver le format du catalogue tel qu'il était, qui est un catalogue carré. Il a ajouté un certain nombre de pages
en répétant un certain nombre d'images, mais surtout, il a ajouté la notion de perroquet. Et cette notion de perroquet, elle est tout de même très importante, parce que ce livre, il est sorti pratiquement, et il a été montré, et ça se dit jamais. Je veux dire, quand il a montré à la White Space en septembre, je ne l'ai pas pris avec moi. Oui, vas-y. Tu veux dire ceci? Oui. À la White Space, il a montré ceci. Il a publié ou republié un catalogue. C'est-à-dire sa première exposition à la White Space, c'était moules œufs frites pour charbon. Et il a republié, et ce catalogue était épuisé, et il a republié exactement en facsimilé, de la même façon, et il a ajouté le terme perroquet en rouge sur la couverture. Et il a titré les différentes pages en rouge, c'est-à-dire la première page ma rhétorique, la deuxième page poème, la troisième page théorème, et la dernière page, le perroquet. Bon, donc cette notion de perroquet, c'est quelque chose qui le préoccupait incroyablement, parce qu'en plus, cette installation de la White Space, elle était accompagnée d'un enregistrement où il répète en boucle: moi je dis je, moi je dis je, le roi des moules, moi tu dis tu, je tautologue, je conserve, je sociologue, je manifeste manifestement, au niveau de mère des moules, j'ai perdu le temps perdu, je dis je, le roi des moules, la parole des moules. Donc, et ça il le dit en boucle, je veux dire, à la place du perroquet. Bon, alors ce livre, je vais revenir au livre et au choix du papier. C'est une chose intéressante, parce que c'est un livre complètement différent. Je pense que ce livre, c'est pas son meilleur livre, c'est pas un chef-d'œuvre, comparé à Un voyage en mer du Nord, que je trouve un livre tout à fait extraordinaire, que je trouve une production fantastique. Mais bon, je pense qu'il a tout de même voulu répondre à ma demande, et que finalement on en a sorti quelque chose qui, par rapport à la notion de perroquet, tient plus ou moins le coup. Et pour cela, peut-être que, je ne sais pas si tu as photographié ce livre, peut-être que tu pourrais le montrer, et puis suite à ça, je vais lire... je m'excuse de lire, mais je vais lire quelques passages d'un texte que j'ai écrit il y a fort longtemps sur ce livre. Très bien. Je voudrais insister sur une chose, qui était une obsession à ce moment-là chez Brotars, c'est le papier. Et le papier est un papier qui est une imitation toile. Bon, ce papier, il m'avait été déconseillé par l'imprimeur. En me disant, bon, écoute, tu vas avoir les pires problèmes, parce que c'est un papier beaucoup trop léger, c'est un 80 grammes ou un 90 grammes, ce sera impossible à relier. Alors, en parlant longuement avec Passus, qui est l'imprimeur également du catalogue dont on va parler tout à l'heure, Passus à Schoten, près d'Anvers, il m'a dit la seule solution peut-être c'est de le faire à la japonaise pour consolider le livre. Donc j'en ai parlé à Brotars et il a accepté immédiatement. Je ne savais pas, moi je n'étais pas du tout au courant de ce qu'il faisait avec Petersburg Press. J'ai été à la présentation du livre, mais je veux dire, il m'a jamais montré l'état d'avancement de ce livre, Un voyage en mer du Nord. On travaillait sur ceci. Donc la question du papier s'est posée, et cette obsession de la notion de toile aussi s'est posée. Qui était présent dans le livre de Jalandi, Un voyage en mer du Nord aussi. Et qui est présent
tout à fait présent, et ça je voudrais en parler parce que bon, c'est le moment, Brotars en 73 avait commencé ses séries de toiles. C'est une série de 9 toiles. Bon, moi, personnellement, je considère que les séries de 9 toiles, c'est une continuation des plaques en plastique sur un autre support. Parce que ces séries de toiles, elles sont aussi poétiques. Et certaines traitent d'exactement la même problématique linguistique que les plaques en plastique. Les plaques en plastique, il les a utilisées parce que, et il en parle, je pense, dans certaines interviews, c'était l'influence d'une matière qui était à la mode, je veux dire, en 68-69, dans les milieux pop art, on utilisait beaucoup le plastique. Je veux dire, s'il était tellement fasciné par la toile, c'est qu'à ce moment-là, en 73-74, il y a eu vraiment, et il était très sensible à la mode, mais il instrumentalisait la mode, c'est ça toute la force de Brotars. Bon, il a commencé à imprimer sur toile un certain nombre d'œuvres. Il a fait, je pense, une dizaine ou une douzaine de séries sur toile à partir de 73 jusqu'à sa mort. Et il les imprimait toujours sur la même presse chez La Conti, qui avait une presse 100 sur 80, et c'était une presse typographique, et les toiles étaient imprimées là-dessus. Et il a abordé, ou il a choisi la toile pour une raison bien précise, parce que c'était une sorte de référence indirecte, une instrumentalisation de la peinture, comme on l'appelait en Hollande, fundamentale schilderkunst, la peinture fondamentale, et plus particulièrement Reymann. On va en revenir tout à l'heure, parce que ce catalogue-ci, normalement, ça devait être un pastiche du catalogue Reymann du Stedelijk Museum d'Amsterdam. Ce qu'il n'a pas réussi à faire, on l'a complètement changé pour des raisons, parce que faire un pastiche, ça demande énormément de concentration et énormément de temps. Et chez Brotars, la vitesse jouait. Donc les changements d'attitude chez Brotars sont choses courantes et constructives en même temps. Donc voilà, le choix de ce papier, c'est lié en grande partie à cette notion d'utilisation de la toile. Et je parle du livre Un voyage en mer du Nord aussi. Je pense que tous les détails et la manière dont il dispose les détails et la manière dont il confronte les détails les uns par rapport aux autres, c'est par rapport à la notion de peinture, par rapport au... C'est d'une ironie par rapport au coup de pinceau, quelque chose d'incroyable. Donc je suis tout à fait convaincu de ça. Bien. Donc, si tu veux, on regarde une fois plus ou moins. Comme ça, je me tais un peu. Oui. Donc, les livres, il était dans une type de boîte, il était enveloppe. On appelle ça une chemise. Une chemise, oui. Avec 4 volants. Oui. Quand tu l'ouvres, le livre est au milieu. Oui. Il n'y a pas de couverture, vraiment dite couverture. Il est relié en japonaise et il n'est pas agrafé. Filet il est avec un dos collé. Oui, voilà. Et le dos, je veux dire le dos qui, pour ne pas voir le papier, les tranches nues, est recouvert d'une toile. Voilà. Bon, alors si tu pouvais montrer le livre, ce serait gentil, Philippe. Donc ça c'est donc le livre sans la jaquette et c'est la première page et on va faire pour double page. Oui, ça je vais en parler après. Oui, ça c'est quelque chose auquel il a tenu absolument, ce colophon. En fait, oui, parce que c'est moi qui signe le colophon, c'est pas lui. Il le contresigne. Ici, d'abord, la première fois qu'il sort le perroquet, on voit aussi qu'il y a un filet. La deuxième fois que sort le perroquet, en face à face, il n'y a pas de filet. Oui. Il reprend le filet, donc il rentre dans... Les Fonchim qui étaient aussi dans le premier catalogue sont repris en rouge. Et on a de nouveau le colophone en anglais pour terminer, signé aussi. Et les perroquets de nouveau. Voilà. Tu veux d'abord dire quelque chose, Yves, du colophone ou tu préfères... Non, je vais dire quelque chose, même si j'aurais... Bon,
entre deux pôles semblables, non encadrés, les deux pages extérieures au perroquet identiques aux deux pages centrales, à l'exception de la couleur, se répètent. Avertissement, found shames, les 6 spécimens reproduits 2, 3 et même 4 fois, et 2 vignettes de perroquets comme autant d'images figées et réitérées à l'intérieur de leur encadrement. Les perroquets enveloppant le livre à l'extérieur répètent donc comme autant d'allitérations les images encadrées en regard de leur comparse intérieur et vice-versa. Le dos du livre fait donc office d'épine dorsale. Le terme anglais spine serait donc plus approprié ici, par la structure en miroir. Autour de son axe, il peut se retourner comme un gant, et autour de l'axe se déroulent ainsi 26 images parlantes et répétitives entre perroquets destinateurs et perroquets destinataires. Voilà. Je ne sais pas si c'était bien lu et suffisamment clair. Non, et alors, je parle de l'avertissement. Bon, et dans ce même texte, je dis qu'il s'agit en fait d'un avertissement. Je le lis parce que ça revient à un passage par rapport à ce que tu dis, le colophon, dans J'ai le mouvement qui déplace les lignes, où il fait un hommage à Goldman. Et donc ici, je dis, par rapport à cette intervention-ci, il s'agit en fait d'un avertissement allographe écrit à la 3e personne. En effet, ce texte a été rédigé sous mes yeux par Marcel Brotars, mais le nom du signateur est le mien, Yves Guévart, organisateur d'exposition. Hormis le copyright, le nom de Brotars n'apparaît encore nulle part. L'artiste joue, pour ainsi dire, à cache-cache et ne dévoile finalement son jeu qu'à travers son paraphe rouge. MB apposé au milieu de l'espace blanc sous le texte de l'avertissement à l'intérieur de l'encadrement. Subtile mise en scène de la signature de l'artiste qui, à travers une rivalité fictionnelle, crée l'écart avec le nom du signataire et avec son propre texte. Ainsi s'anémie la notion de formalisme bibliophilique dont il est question au début de l'avertissement et se renforce avec ironie la distance par rapport au cadre institutionnel dans lequel un jardin d'hiver avait été présenté et dont il est question dans la dernière partie de l'avertissement. Voilà. Et ce texte est répété enfin, de nouveau, en anglais. Oui, oui. Et la signature de MB est imprimée ou elle est faite à main? Elle est faite à la main. Elle est faite à la main, oui. Oui. Et alors, j'ai une interprétation de Van Schems que je ne vais pas lire parce que je la trouve un peu tirée par les cheveux. Voilà. On va s'arrêter ici. Je pense que ça. Qu'est-ce que tu penses? Tu ris? Je ris, oui. Bah, écoute, il vaut mieux. Hein, écoute. Attends, je vais voir parce que j'avais quelques notes. Oui, ça. Okay. Oui. Ben, on peut peut-être passer au catalogue. Bon, entre-temps, Gerland est nommé au Palais des Beaux-Arts en tant que directeur général, et moi je deviens directeur adjoint. Et puis il me charge de l'organisation de l'exposition Marcel Brotars, et à côté de lui, de l'exposition d'Anne Van Zeeveren. Donc j'ai vraiment beaucoup travaillé à cette époque-là. Parce que je me suis occupé du catalogue d'Anne Van Zeeveren et je me suis occupé du catalogue Marcel Brotars. Et alors Marcel Brotars, je me souviens une des premières réunions qu'on a eues, il m'avait demandé si j'avais vu l'exposition Reimann à Amsterdam, au State Museum, et je lui ai dit oui. Et il m'a dit, est-ce que tu as le catalogue? J'ai dit oui, j'ai le catalogue. Et voilà le catalogue. Et puis il m'a dit, c'est bien simple, on va faire un pastiche de ce catalogue. On va faire exactement la même chose. On va utiliser la même typographie sur deux. Ça c'est l'intérieur, c'est des taches d'encre de la plume de Marcel Brotars. C'est émouvant. Et on dirait qu'il a pleuré sur le catalogue. Non, il ne pleurait pas. Non. Alors bien.
Non, c'est un outil de travail parce que, bon, ici déjà, c'est le tout début. J'ai indiqué citation de Di Preo qui a été conservée dans le catalogue définitif et qui est ceci. La citation de il y a une morale qui voudrait obliger la pierre à faire des carrés en tombant dans l'eau. Jean Di Preo. Donc ça, il y tenait incroyablement. Et ça a été mis. Voilà. Et puis... Et Jean Di Preo était un critique, était un avocat, un bon avocat, collectionneur en même temps, collectionneur, grand admirateur du travail de Brotars, un homme avec un humour et une répartie incroyable, et qui était très lié à Marcel Brotars, qui était poète aussi, qui a publié dans de nombreux poèmes d'Enfant Thomas, qui est mort jeune. Voilà. Et ils étaient... Bon, il y avait un lien fort entre Jean Di... En fait, Di Preo est comment tu appelles ça, un pseudonyme. En fait, il s'appelle Van den Abele. Et Van den Abele, c'est un nom très flamand. Et il a la traduction de Abele, c'est Préau. Donc il s'est fait appeler Jean Di Preo. Bien. Et alors, je me suis adressé. Bon, c'est Brotars qui, dans le cadre de ce catalogue, a choisi, je veux dire, non seulement le format du catalogue, non seulement la structure typographique du catalogue, mais c'est lui qui a choisi le nom des auteurs. Et le nom des auteurs, bon, je ne le connais plus par cœur, excusez-moi, mais c'était pour la plupart des amis ou des gens qu'il connaissait. Il y avait d'abord Joost Erbich qui était un collectionneur, et c'est un collectionneur avec lequel il a travaillé. Joost Erbich, je ne sais pas si vous connaissez... il y a une estampe dans laquelle figure Joost Erbich avec Marcel Brotars, l'attaque du train. C'est avec Joost Erbich qui est figurant. Le deuxième texte est... tous les textes ont été publiés dans leur langue originale et puis traduits en néerlandais et en français. Et puis il y a un texte d'Armin Zweite. Armin Zweite qui vit en... Joost Erbich, il est mort. Armin Zweite, il vit encore, je pense. Il est devenu directeur à Düsseldorf. Il était à un certain moment, mais je ne sais pas si il doit être... Enfin bon. Qui a écrit un livre, qui a écrit un essai sur les films de Marcel Brotars. Puis il y a eu un texte il y a un texte de Brotars sur le musée d'art moderne, avec des illustrations, des diapositives faites par Maria, où on voit Marcel Brotars à l'œuvre avec Herman Dalet sur une plage à La Panne, construisant un musée d'art moderne. Et puis il y a un texte de Barbara Harris, qui est une Américaine qui vivait à Londres, et avec lesquels Brotars avait beaucoup de contacts, et qui est morte prématurément. Et puis, je pense qu'il y a un texte de Michael Opitz, qui est un ethnologue, grand ami de Benjamin Buchloh, et qui a fait une analyse du jardin d'hiver, qui a fait une analyse du jardin d'hiver, oui. Et puis, je pense que c'est tout. Il y a, bien sûr, il y a l'interview avec Hieronyme Lebert, ou la conversation avec Hieronyme Lebert, 10 000 francs de récompense, qui a été complètement retravaillée et restructurée par Marcel Brotars, dont les questions ont été
reformulées par Brotars et dont les réponses ont été reformulées complètement par Marcel Brotars. Et voilà, bon. Et donc, à l'origine, il y avait ce catalogue et les images devaient prendre place dans ce catalogue comme ils prennent place ici. Je veux dire, à l'intérieur du texte et hors texte. On a composé sur 2 colonnes les différents textes. Et puis j'ai montré ça à Brotars et ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Il était perplexe. Il était tout à fait perplexe. Et puis il est passé à un format in-quarto, un grand in-quarto. Et on a travaillé, on a réutilisé ce qui avait déjà été composé pour des raisons financières. On a agrandi le format et on a travaillé sur 3 colonnes. Et puis, il a pris la décision, il a pris la décision de diviser ces catalogues en 2. C'est-à-dire qu'il a pris la décision de mettre tous les textes, tous les essais qui étaient d'une part en langue originale et en traduction française et néerlandaise à gauche, sur 3 colonnes, sans aucune illustration, et il a décidé de placer ou d'illustrer sur les pages de droite un certain nombre d'images et un certain nombre de signes qu'il a choisis lui-même, d'après des photos que j'avais faites. Donc il m'a demandé de photographier chez Herman Lallette un certain nombre d'objets que j'ai photographiés et qui ont été... C'est ça qui est intéressant aussi. Je veux dire, ça c'est le général au cigare, ça c'est la valise charbon, qui ont été complètement détourés. Je veux dire, c'est intéressant, la notion de détourage, telle que vous le voyez ici, est intéressante parce que bon, l'exposition, quand on voit la salle principale, la salle GG, j'en ai une photocopie, une photo de Gobert. Je ne sais pas où elle est. Bon. Non. Non, c'est pas ça. C'est pas très important. Oui. Donc il y avait une première salle. Ouais, je peux montrer des photos de. Je vais essayer de montrer des photos. Ça, c'était une vue de la première salle, de la première grande salle, donc où il avait placé le miroir au centre et où il avait placé dans un certain nombre de vitrines hautes et des vitrines basses, dans les vitrines basses des livres et des documents et dans les vitrines hautes des œuvres. Et dans la seconde salle, la grande longue salle du Palais des Beaux-Arts, d'un côté, il avait mis 6 vitrines, pardon, et de l'autre côté, il avait mis 5 séries de toiles. Et ça, c'est une chose très très importante parce qu'il attachait, à ce moment-là, je me souviens fort bien, il attachait énormément d'importance à ces toiles. Et je répète encore une fois ce que j'ai dit, pour moi, ces toiles sont une sorte de continuation des plaques en plastique, c'est-à-dire que du plastique, il est passé à la toile. Pour des raisons, je veux dire, pour se mettre à la mode, mais en même temps pour transgresser la mode, pour en même temps instrumentaliser la mode avec son système à lui. Et il a fait ça avec une force incroyable parce que tout ce qui était en face et ce qui était dans les vitrines était comme figé. C'était des objets, comme il dit, des objets... il le dit au début de l'interview avec Guillaume Lebert, et il le dit très bien.
je pense... Oui, la première question qu'Irmeline lui pose, les objets fonctionnent-ils chez vous comme des mots? Et il répond, j'utilise l'objet comme un mot zéro. Et vraiment, je veux dire, la façon dont il a présenté, au fur et à mesure où les œuvres qu'on avait empruntées pour l'exposition arrivaient, on les fourrait dans ces vitrines. C'est-à-dire qu'au départ, il y a eu une architecture... Bon, il y a d'abord l'architecture d'Horta, qui est pesante, qui est incroyablement prenante, qui n'est pas absente du tout, qui est là. Et cette rivalité avec Horta, il fallait la casser. Et la seule manière de la casser, c'était de travailler, je veux dire, d'une manière monumentale. Donc, il a récupéré toutes les vitrines qui se trouvaient au Palais des Beaux-Arts et qui sont ici, je vous le montre en photo, bon, pour essayer de neutraliser la monumentalité des salles. Et à l'intérieur de ces vitrines, au fur et à mesure où arrivaient les objets, on fourrait vraiment, il n'y a pas d'autre mot, les objets dans la vitrine, comme, je veux dire, sans hiérarchie esthétique aucune, sans association ou notion d'association aucune. Et en face, il a mis la série de toiles qui fonctionnait, je veux dire, qui a rarement, je n'ai jamais vu fonctionner aussi bien qu'alors. J'ai vu toutes les expositions de Brotars, et je dois dire que ces 5 séries de 9 toiles fonctionnaient magnifiquement bien, et il était d'un enthousiasme débordant par rapport à ces toiles. Il était même, je veux dire, à ce moment-là, et il était vraiment dans un état de santé très mauvais, il me disait, il faut absolument qu'on fasse un grand livre uniquement sur les toiles. Bon, ce qui est intéressant aussi par rapport à ces toiles, et pour vous dire quelle importance il apportait à ces toiles étaient imprimées chez la Conti. La Conti se trouvait à Jette, c'était l'imprimeur attitré pratiquement du Palais des Beaux-Arts. Et la machine typographique, c'était une machine typographique qui imprimait au format 100 sur 80. Ces toiles ont 100 sur 80 cm. Donc elles ont à peu près le format des plaques en plastique. Cette machine était à vendre. Parce qu'on passait à ce moment-là, on est en 74, on est en pleine mutation de la typographie plomb à l'offset. Et la Conti, qui voulait se moderniser, se disait, bon, je n'ai plus l'utilité de cette machine, de cette presse, je la mets en vente. Brotars me dit, il vend sa machine. Yves, on démonte cette machine et on la remonte dans la salle du Palais des Beaux-Arts en face des toiles. Boum. Bon, je dis, écoute, moi je ne peux pas prendre cette décision. Moi je suis assistant ici. Hein. Je dois en parler à Gerland. Et bon, on demande une offre de prix, un devis pour le démontage, le transport de cette machine, le remontage et puis la mise à la ferraille après l'exposition. Je ne me souviens plus du prix, mais c'était hors prix. Donc ce beau projet tombe à l'eau. Et bon, voilà. C'est un exemple parmi d'autres de la manière de fonctionner avec Brotars. Je veux dire, le premier tapis de sable, il l'a mis dans la première salle et il tournait autour de la notion de monnaie, d'argent. Il a été effacé après 2 jours. Et finalement, le tapis de sable a pris sa place dans la dernière salle d'exposition, avec un palmier au centre. Voilà. Bon. Vous pouvez encore pointer sur 2 choses. J'avais vu que dans le livre, les images sont à droite, la belle page, ils sont numérotés. Au contraire, ce qu'on fait normalement avec un livre, parce qu'il trouve que c'est plus important je peux pas te répondre. que le texte. Je peux pas te répondre. Donc, pas de numérotation sur la page de gauche, mais il est fait au-dessous de l'image, que normalement ça ne se fait pas, c'est à l'envers. Donc là, il fait... Et la couverture du livre aussi,
c'est la page de titre qu'il met sur la couverture. Oui. Il met le français d'abord Oui. et derrière il met le flamand. Oui. Je pense que c'est à voir Oui. avec le changement de langue Oui. dans le Palais des Beaux-Arts, que chaque année ça change. Oui, ça devait être entre bilingue. le néerlandais Oui, et ça le, devait et être le bilingue, oui. français. Oui. Mais il y a une chose importante que j'ai complètement oubliée, c'est que ce catalogue, il est accompagné, et ça c'est intéressant par rapport à ce que tu as développé par rapport à MTL. Il y avait une planche, ceci c'est une réduction, il y avait une planche de 100 sur 80, et cette planche de 100 sur 80, elle reproduit toutes les images qui sont à l'intérieur du catalogue. Et elle est accompagnée d'un commentaire, mais que je ne peux pas lire, parce que je n'ai pas les yeux aussi bons. Est-ce que tu pourrais lire ça? Attends. Cette planche non signée, non numérotée ne peut être considérée séparément du catalogue où les mêmes images sont présentées dans un contexte de lecture différent. Voilà. Et Le contexte de lecture différent, et sur c'est le catalogue, c'est aussi marqué. Ah oui, pardon, c'est la le- même phrase est indiquée sur le catalogue. Oui. Sur la couverture du catalogue. Donc et la planche, c'est la planche qu'ils ont utilisée pour faire les épreuves de couleur, comme on faisait. C'est ça, dans- oui. chez C'est les exactement, imprimeurs, c'est on met exactement toutes les ça. images C'est ensemble, exactement ça, tu vois. On tire une planche pour Tu- voir tu- les couleurs. Tu vois les Oui, choses. tu vois le petit bloc de couleurs de Oui, oui. magenta et de Oui, oui, voilà, oui. tout ça. Et j'ai vu aussi que cette planche était dans l'expo. Cette planche, Au-dessus des vitrines. 2 fois. Elle a été exposée dans l'expo. Oui. 2 fois, oui, ici. Oui. Donc ça c'est encore une fois le côté, comme l'appelle Dirk, le côté structuraliste de la part de Brotars, c'est de travailler sur différents niveaux. Il y a ces images à l'intérieur d'un livre, à l'intérieur confronté à des textes, par rapport à un certain texte, il prend même ses distances. Donc je veux dire, ces images telles qu'elles sont reproduites à droite sur la belle page, elles sont une mise en garde à la limite de la part de Brotars par rapport à la lecture des textes critiques. Et il y a par rapport au texte, je voudrais vous lire le texte de Michael Opitz. Au dernier moment, par rapport au texte de Michael Opitz, il a mis, le rédacteur du catalogue me communique que l'auteur de cet article, Michael Opitz, souhaitait une mise en page particulière destinée à faciliter la lecture de son analyse, ce que je n'ai pu réaliser puisque c'est comme artiste que je signe le système de ce catalogue et que son déroulement ne me semblait pas permettre une dérogation. Entre science et art, j'étais bien obligé par vocation de choisir le second terme de l'alternative. Il va de soi que j'aimerais autant changer de vocation. Marcel Brotars. Voilà. C'est bien aussi qu'il appelle ça le système du catalogue. Oui, C'est oui. dit, j'ai fait le graphisme, Bon, je j'ai termine fait le ici. système du catalogue. Tu veux me poser une question? Mais, disons que ce qui est évidemment amusant, c'est que quand on voit les photos, par exemple, au vernissage au Croquet, effectivement, les gens sont là avec le catalogue et puis le poster, ce qui évidemment, toute personne qui a déjà pris un poster gratuit dans une exposition, c'est ce qui... Oui, on le recevait enroulé, pas dans un tube, mais avec un élastique autour. Oui, mais bon, on sait très bien qu'il y a un moment donné, au fur et à mesure de la soirée, ça s'écrase de plus en plus et que ça termine très vite au bac, quoi. Tu veux en venir au fait que cette planche est extrêmement rare, en bon état. Oui, sûrement en bon état. Mais par contre, ce qu'il y a sur la planche, c'est que ce qu'il n'y a pas dans le catalogue, c'est cette petite carte du monde. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, oui. C'est une image qui n'est pas utilisée à la fin. Oui, je ne sais pas pourquoi. Oui, et je voudrais revenir aussi sur la question peut-être encore une chose sur la notion de pastiche qui fascinait Brotars. Bon, et le pastiche, je veux dire, je veux revenir à cette terminologie qui a été employée plusieurs fois par Dirk Snauwart sur le signifiant flottant.
le pastiche, c'est justement, je veux dire, c'est utiliser le signifiant flottant pour l'instrumentaliser. Et là, c'était je veux dire, une sorte de, il y a des précédents que Brotars a bien connus à l'intérieur du surréalisme belge, parce que, bon, on oublie toujours qu'il y a toute une préhistoire de Brotars qu'on ne connaît pas et dont on ne parle pas et qui est très importante. En 42-43, il fréquentait Paul Collinet, il fréquentait Skudner, il fréquentait Nouget, il faisait déjà de la poésie, il fréquentait Houillou, il essayait de publier Permentier, il était en plein milieu littéraire, je veux dire, il a donc dû connaître les tracts correspondances. Et les tracts correspondances, c'est une série je pense, de 12 tracts qui a été publiée durant les années 20 en réaction au surréalisme français, et plus particulièrement à Breton, sous la direction de Nouget, de Camille Goumans et de Lecomte. Et en fait, ces tracts, ils étaient écrits à chaque fois dans un style différent. Et ce style était un style, je veux dire, fort apprécié de romanciers français à la mode de l'époque. Je veux dire, Jean-Marcel Arlan, Mauriac, et il reprenait, je veux dire, pour écrire des textes incroyablement, des tracts très très agressifs, il les écrivait dans un style proche de romanciers français. Donc c'est quelque chose, à travers Nouget, qu'il a beaucoup fréquenté, Brotars, que Brotars connaissait. Donc la notion de pastiche et la notion de la possibilité d'instrumentaliser à travers le pastiche était quelque chose qui lui était connu, familier. Ouais. Oui, pardon. Voilà. Bon. Tu pourrais encore dire aussi que tu l'as essayé une deuxième fois quand tu as travaillé avec Rodney Graham. Oui, mais Rodney Graham, oui. Oui, bon, moi je ne me suis pas présenté et tu ne m'as pas présenté non plus. En fait, je suis pas du tout critique. J'ai été commissaire d'exposition. J'ai travaillé pendant 10 ans au Palais des Beaux-Arts et puis j'ai quitté le Palais des Beaux-Arts pour des raisons personnelles dont je ne préfère pas parler. Et je suis devenu libraire antiquaire et je suis devenu éditeur. Et en tant qu'éditeur, j'ai travaillé avec des gens, avec des artistes qui étaient très proches ou qui sortaient de la littérature, c'est-à-dire avec Jan Verkruijsen en premier lieu, et puis avec Rodney Graham, qui a été au départ dans les livres que j'ai publiés avec lui, qui était un spécialiste du pastiche et qui allait jusqu'au bout et qui l'amenait, je veux dire, avec une précision et une perfection incroyable le pastiche. Pour augmenter, je veux dire, la critique de ce qu'il pastichait. Voilà. Très bien. C'est fini. C'est fini. Oui. À Corneille, pense à moi, quoi. Non, donc tu veux que je dise quelque chose encore? Je sais pas.